Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. Je pense que Mélissa est arrivée. Ouais, hello Voilà, Mélissa. je m'étais complètement embrouillée dans mes boutons et c'est pour ça que Euh, je n'étais pas là à temps pour vous accueillir. on Hello, oh bah, le chat est on déjà en était perdus. feu. On était perdus sans toi, Mélissa. On a eu peur. J'ai un grand moment de fébrilité. J'imagine. Il y a déjà plein de gens dans le chat. On vous a vendu comme jamais, hein. Vous êtes évidemment C'est la vrai, meilleure session des deux sessions qui sont bien actuellement en sûr. cours. Aujourd'hui, Incroyable. on va pas, on va parler de SEO avec Romain du coup de Yellow World. Salut Romain, et avec Oli, Oli n'importe quoi. Je suis là, je suis au bureau moi, avec Olivier de PlayPlay qui est notre Salut head tout of le monde. growth. Bonjour tout le monde. Et donc, on va parler de plein de sujets sur les gros bouleversements SEO qu'on vient de voir sur la dernière année, année et demie. Et ça va être vraiment une session hyper interactive parce qu'on va vous demander de participer, de voter, de poser des questions. Donc, je laisse la main à Olivier et à Romain. Et puis, soyez prêts à voter parce qu'on a besoin de vous. Voilà. Yes. Bah écoute, merci Mélissa. Si je me présente un peu en détail, moi je bosse pour You Love Weird, ça fait 4 ans. Et pour ceux qui connaissent, on est une agence qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. Et si on rentre dans le sujet directement, aujourd'hui on va vous parler d'un changement de paradigme sur Google. Et l'élément marquant, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que l'AI est en train de faire une razzia cette année. Et on va parler d'AI, mais pas que. Et le point de départ de cette présentation, c'est que des nouvelles technologies sont en train de se développer et vont vraiment diversifier nos modes de recherche. Et donc, on va vous préparer 5 sujets sur lesquels on vous demandera de voter par ordre d'intérêt, qui permettent de traiter ce sujet. Et notre problématique, ça va être comment est-ce qu'on va adapter sa stratégie de contenu en fonction des nouveautés qui arrivent sur Google et des autres moteurs de recherche. Directement, on a des petites questions pour vous en intro. La première, c'est qu'il y a 12 milliards de recherches par mois sur ce format. Ça fait plus 4 milliards en un an. À votre avis, de quel type de recherche on parle? Est-ce que c'est les recherches audio, vidéo ou texte classique? On vous laisse répondre dans le chat. Le premier qui se lance est toujours c'est le crash test. Ouais, bon, vous l'avez senti, c'est la recherche vidéo. 12 milliards de recherches par mois, c'est les chiffres de Google Lens. Et ce qui est impressionnant en 2024, c'est il y a des nouvelles technologies qui sont sorties qui permettent aux outils d'avoir des nouvelles fonctions. Donc là, c'est une explication. C'est un mec qui prend en vidéo sa platine qui marche pas, qui demande comment est-ce que je peux réparer ça, et Google qui peut répondre. Et ça, c'est une des grandes avancées. Si vous avez notamment des jeunes dans votre famille, c'est très utilisé par les jeunes de plus en plus. Et dans cette même catégorie, il y a 50% des adolescents l'utilisent quotidiennement en 2024. C'était 45% en 2022. Donc, on voit que ça a pris plus 10% en 2 ans. À votre avis, c'est quel format de recherche? Eh bien, La photo, non, ce ChatGPT. n'est pas la photo. Il y a du ChatGPT 50, juste après. Ouais. c'est la recherche audio. Alors là, je vous ai mis un exemple de recherche audio sur ChatGPT. Ce qui est intéressant, c'est qu'en 2025, il y a un contrat entre ChatGPT et Siri, enfin et Apple, et donc ChatGPT devrait intégrer Siri. Là encore, la différence par rapport aux autres années, c'est que la recherche vocale, c'est vraiment a fait un bond en avant avec l'IA, sans rentrer dans la technique pure. Ceux qui utilisent ChatGPT Voice peuvent voir que maintenant ça fonctionne extrêmement bien, que c'est un outil qui est de plus en plus utilisé, et on a un peu dépassé le stade de la recherche vocale dans sa voiture avec son GPS qui comprend pas le nom de rue. Et donc ça va être un des éléments marquants de cette année, c'est comment utiliser la recherche vocale et comment est-ce qu'on peut se positionner sur ces recherches vocales. Alors maintenant, d'après vous, on n'a pas fini de vous faire travailler toutes les personnes dans le chat et dans l'audience. Qu'est-ce qui, selon vous, apparaît dans 62% des recherches sur Google? Vous pouvez encore aller dans le chat. N'hésitez pas, il n'y a pas de... faut pas être timide. Il y a des vidéos. Je vois que Colline, c'est la deuxième fois qu'elle répond les vidéos. Elle a l'air très au courant de ce qui se passe.
Et elle a tout à fait raison. On parle effectivement des vidéos qui apparaissent dans 62% des recherches sur Google. Moi, à titre perso, je trouve que c'est un chiffre qui est assez vertigineux. On parle de quasiment 2 tiers, en tout cas, des recherches sur Google. En tout cas, ça montre vraiment l'importance de ce format. On va être amené à en reparler. De l'importance, évidemment, de la vidéo qui est un format plébiscité, que ce soit par les moteurs de recherche qui le mettent en avant, mais aussi par les audiences qui plébiscitent évidemment les vidéos pour les chercher des réponses. Et enfin, dernière petite interrogation pour vous, chers amis, dans l'audience. D'après vous, en pourcentage de recherche Google, combien se termine sans clic en 2024, sachant que c'était 20% en 2022. Donc, a priori, ça peut pas être en dessous de 20% si on vous pose la question. Est-ce que vous avez une idée? 40%, 42%. Ah, vous êtes prudent, je trouve. Vous êtes prudent. Vous êtes prudent parce qu'en fait, excusez-moi, petit problème, c'est 60% des recherches Google qui se terminent sans clic en 2024. Ah, Valérie avait trouvé la bonne réponse. Moi, je pense que, en tout cas, en dehors de ce chiffre, 60%, qui est évidemment impressionnant, on parle encore de quasi 2 tiers de recherches Google, c'est l'évolution par rapport à 2022 qui est vraiment impressionnante, puisque 20% en 2022, 60% en 2024. On voit que c'est pas une simple tendance, c'est vraiment un changement structurel. Et on va voir que en tout cas, que ça illustre vraiment ce changement de paradigme, en tout cas dans les méthodes de recherche. Alors maintenant qu'on a posé un petit peu le cadre avec ces quelques questions-réponses en introduction, l'idée était vraiment de poser un peu le cadre de ces bouleversements, des changements, des méthodes de recherche et de tout l'impact que ça va avoir sur le SEO. On va vous demander de choisir, comme l'a dit Romain, entre 5 thèmes. On va vous demander de choisir le top 3 des thématiques qui vous intéressent. Donc, il y a un sondage, je pense, c'est Mélissa, je pense, ou Léa qui vont lancer le sondage. Donc, on vous invite en tout cas à utiliser le sondage pour répondre et pour choisir votre top 3 de thèmes que vous souhaitez qu'on aborde. Vous êtes acteur de cette session, on vous donne le pouvoir. Et sachant que ces thèmes, je vous les présente très rapidement. Maîtriser les réseaux sociaux pour capter les nouvelles recherches. Et oui, les réseaux sociaux sont un nouvel endroit où nos utilisateurs et nos audiences vont aller chercher des informations et en tout cas vont rechercher de manière proactive, produire du contenu riche. Sujet extrêmement phare, en tout cas qui nous touche beaucoup. Pour toucher les vraies intentions, Google parle beaucoup de qualité de contenu, et à chaque fois on ne sait jamais trop ce que ça veut dire. Ici on veut insister sur la richesse du contenu, sujet très très important. Ensuite, on vous propose la déclinaison de contenu pour être omniprésent. Romain a présenté, et moi-même en intro, beaucoup de formats. Comment est-ce qu'on décline nos contenus pour être présent? Investissez dans la vidéo parce qu'on l'a vu, la vidéo est un format plébiscité avec ses changements structurels et de paradigme. Et enfin, l'utilisation des IA assistants. On se pose tous la question de comment est-ce qu'on peut les utiliser, automatiser nos tâches sans pour autant dénaturer notre propos et notre voix. Voici les sujets. On vous invite à voter. Je vous laisse peut-être encore quelques secondes et on va découvrir ensemble le résultat. En sachant que on vous a prévu 5 sujets, on vous les enverra après. On a fait un contenu qui est volontairement très riche, mais s'il y a des sujets qu'on n'a pas le temps de traiter, on vous les partagera. Ok, je pense qu'on a un top 3 qui se dégage pour l'instant. Peut-être qu'on laisse encore quelques secondes à tout le monde pour répondre. Bon. Mélissa, tu nous donnes le top départ quand tu penses qu'on a assez de votes. Ils sont tous importants. Ouais, c'est vrai. Franchement, je pense que là, vous êtes bons. C'est parti. On a la top 3. Ok. Vous avez voté pour maîtriser les réseaux sociaux, produire du contenu riche et décliner vos contenus. Et c'est parti. On va les faire, en tout cas, on va les faire dans notre ordre. Et on va commencer du coup par la maîtrise des réseaux sociaux pour capter de nouvelles recherches. Allez, je me lance, Romain, sur le sujet. Maîtriser les réseaux sociaux, on va voir en fait que il y a de plus en plus d'interactions entre le domaine du social et du search. Voilà, il y a la recherche traditionnelle sur des moteurs de recherche, mais de plus en plus, en tout cas, on voit que les réseaux sociaux jouent un rôle, en tout cas, dans toutes les stratégies SEO. Et quand on parle de maîtrise des réseaux sociaux, on parle vraiment d'avoir une communication dédiée sur les réseaux sociaux, de respecter évidemment les grammaires de chacune des plateformes, tout en respectant sa marque et en comprenant l'intérêt que ça a pour aller capter de nouvelles recherches, pour capter les intentions de recherche de vos audiences et de vos clients sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est un truc qui est super important. Et Valérie, c'est vraiment ton commentaire dans le chat, on va presque croire que tu
qu'on s'est mis d'accord avant. C'est fabuleux puisque c'est exactement l'objet de ce chiffre, c'est que 17% des adultes aux US s'informent sur TikTok en 2024 contre 3% en 2020. Je pense qu'il faut vraiment prendre la mesure de ce chiffre puisqu'on est très très loin, voilà, du cliché qu'on peut avoir de TikTok, en tout cas que des générations un petit peu plus âgées peuvent avoir de TikTok. On imagine plutôt des audiences jeunes, voilà, en train de poster des contenus très divertissants et des contenus très courts sur TikTok. Non, de plus en plus, TikTok est un moteur de recherche et il y a beaucoup de personnes qui s'informent vraiment sur cette plateforme. Donc ça montre vraiment l'étendue de ce dont on va parler en ce moment. Autre statistique qui peut, j'imagine, vous intéresser, on s'en doute un petit peu, mais c'est toujours intéressant d'avoir un ordre de grandeur. On parle ici du plafonnement du nombre de sites, en tout cas qui existent aujourd'hui en tout cas qui sont référencés et qui existent vraiment sur Internet. On voit que ça plafonne. Bon, sans surprise, on sait qu'on avait une courbe exponentielle depuis le début des années 2000 et depuis l'ère Internet. En fait, on voit qu'on plafonne. Et le lien avec la précédente statistique qui nous semble évident ici, en fait, on a des nouveaux espaces en fait sur lesquels on va aller chercher des réponses tout simplement, sur lesquelles on va poser des questions, on chercher des informations. La méthode, en tout cas, de recherche d'infos est en train d'évoluer, notamment avec les réseaux sociaux, ce qui aussi, en tout cas, est vraiment en lien avec cette stagnation du nombre de sites qu'on peut voir. Et d'ailleurs, on vous retrouve à la statistique, mais sur le nombre de pages qui sont référencées sur Internet, en fait, finalement, il y en a très peu qui captent du trafic. C'est un peu la guerre, on va pas se mentir, de ranker sur Google. Et les réseaux sociaux sont aussi une manière, en tout cas, de changer un peu le paradigme et de trouver un nouvel espace. Et enfin, une dernière chose qu'on voulait montrer, en tout cas sur cette thématique, pour poser un petit peu le cadre en tout cas de pourquoi c'est important de maîtriser les réseaux sociaux pour capter de nouvelles recherches. C'est cette requête que j'ai tapée ce matin en allant tranquillement au bureau. C'était Content Summit. Je voulais prendre un petit déj un peu solide. J'ai tapé meilleur pain au chocolat Paris et quelle ne fut pas ma surprise de voir il y avait des résultats TikTok, en tout cas en haut de ma page, avec des vidéos TikTok qui me montraient vraiment des exemples de meilleur pain au chocolat de Paris. Je suis sûr que notre audience parisienne s'est déjà posé cette question-là. Et ben, je vous invite à faire la recherche. Vous devriez tomber sur des résultats similaires. Donc, voilà. Tout ça, c'est des exemples en tout cas qu'on vous montre pour en fait pour se poser la question. Ok, concrètement, qu'est-ce qu'on fait tout ça? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces exemples et quelles sont nos recommandations par rapport à ce sujet en 2025? Peut-être Romain, je peux te laisser prendre le relais. Ouais, complètement. Une des questions qu'on nous pose le plus à l'agence sur la déclinaison de contenu et la production sur les réseaux sociaux, c'est comment je décline mes contenus pour m'adapter, à mes différentes audiences et deux, mes différents réseaux sociaux. Comment j'arrive à garder une stratégie éditoriale entre une cohérence entre tous mes contenus, tout en les adaptant. Et c'est un sujet qui est de plus en plus utilisé, qui va être de plus en plus présent avec l'évolution des moteurs de recherche. Et on vous montrera ça un peu dans la deuxième partie. Mais c'est que maintenant, les vidéos qu'on va utiliser pour nos réseaux sociaux peuvent ranker en SEO sur Google. Elles vont apparaître, déjà en résultats de recherche, et deux, maintenant, on peut les intégrer directement à notre site. Et donc, on va parler de SEO 360 parce que les contenus qu'on produit pour les réseaux sociaux, comme les vidéos qu'on va faire pour YouTube, maintenant, on va arrêter de penser par plateforme, on va vraiment penser notre stratégie de contenu globale. Et le format réseaux sociaux est un des formats qui permet et qui va nous permettre de mieux ranker, sur notre site et deux, sur les différents résultats de recherche. Ouais, et si je peux partager en tout cas un retour d'expérience que nous on a chez PlayPlay, en fait, s'il y avait un conseil très concret à vous donner, c'est et qui n'est pas très coûteux finalement, c'est de déterminer vraiment vos piliers thématiques en début d'année, décider un peu quelles sont les thématiques que vous souhaitez aborder, par exemple tous les 3 mois en fonction des trimestres de l'année. Et de vraiment d'aligner toutes les équipes, que ce soit les équipes search, mais les équipes social en fonction de la structure des équipes, en tout cas sur ces thématiques-là, pour qu'ensuite vous puissiez décliner vos contenus créés sur ces différents supports. Donc demain vous définissez une thématique, les équipes en tout cas peut-être plus SEO traditionnelles vont en tout cas insister sur ce cocon sémantique qu'on a l'habitude de dire en SEO. Les équipes social sauront aussi que cette thématique c'est quelque chose qui résonne, qui est recherché sur Google et qui aussi peut apparaître sur les moteurs de recherche. Donc vont aussi en tout cas créer du contenu sur cette même thématique. Et deuxième aspect assez important et pour être très concret, en SEO, on parle souvent des 3 piliers avec autorité, contenu et technique. Et les réseaux sociaux, les formats des réseaux sociaux qui font partie d'une stratégie contenu globale,
maintenant vont avoir un rôle dans l'autorité. Les vues et les interactions qu'on va avoir sur nos réseaux sociaux seront pris en compte. Et donc concrètement, sans être alarmiste, c'est assez urgent de s'y mettre si on est un peu en retard, ou d'investir sur ces canaux, parce que dans le futur, ce sera intégré directement à notre stratégie SEO, et ce sera un des éléments pris en compte par les moteurs de recherche pour le ranking. Et voilà. Ouais, carrément. Bah, surtout qu'en plus, je pense, Romain, tu seras d'accord avec moi. On sait que le DA, le fameux Domain Authority, considéré par Google, reste en tout cas un des critères les plus considérés, même si on n'a pas tous les détails des algorithmes de Google pour ranker, mais reste un des critères les plus importants pour déterminer votre placement dans les réseaux de recherche. Et construire son autorité de marque sur les réseaux sociaux a du coup un impact sur le SEO. Ouais. Et ça me fait une bonne transition sur la deuxième catégorie, qui je crois est votre premier choix, et c'était le mien aussi, sur la notion de contenu riche. C'est vraiment un enjeu qui, pour nous à l'agence, est hyper important et sur lequel on bosse beaucoup. Qu'est-ce qu'un contenu riche, et pourquoi construire des contenus avec de la profondeur? Et notre définition d'un contenu riche, elle s'appuie sur 3 critères différents. Le premier, c'est la valeur. Quelle valeur on va apporter à notre client via notre contenu? Sans vous spoil, si on parle de ChatGPT, il y a des sujets qui peuvent être relativement simples maintenant à rédiger avec une IA. Tous les sujets sur lesquels il y a beaucoup de documentation en ligne, par exemple remplir un constat à l'amiable si on est une assurance, c'est un sujet sur lequel il y a beaucoup de documentation, c'est de la méthodologie. La valeur, ça va être comment est-ce qu'on arrive à traiter ce sujet soit avec un angle différent, soit apporter une richesse dans le contenu qui n'était pas présente en ligne. Et ça appuie sur le deuxième pilier qui est la personnalisation. Quand on pense personnalisation, on pense beaucoup de data et un peu vulgairement, comment est-ce qu'on arrive à mettre le nom de la personne dans un email. La personnalisation, c'est pas que ça en contenu, et je vais vous montrer un exemple juste après. La personnalisation, c'est comment est-ce qu'on arrive, en fonction d'une même recherche ou d'une même intention, à proposer différents contenus qui vont être adaptés à nos différentes cibles. Quelqu'un qui recherche un programme de sport, par exemple, pour faire un marathon, va pas forcément chercher à faire le même temps, ça dépend de plein de critères. Et donc, le deuxième enjeu principal, c'est la personnalisation. Et le troisième, c'est penser plusieurs formats. Un contenu riche, comme on disait en intro sur les réseaux sociaux, c'est un contenu qui va intégrer plusieurs formats, parce qu'en fonction de la recherche qu'on va avoir, la personne qui fait la recherche va vouloir un type de format spécifique ou va préférer un type de format. Si j'illustre un peu ma théorie, nous on accompagne Decathlon sur de la production de vidéos et ils ont une content factory beaucoup plus large qui, je trouve, moi, est vraiment première de la classe dans la catégorie, dans cette catégorie. Et un exemple qui, moi, aime bien le running, si on tape préparation marathon, si on tape préparation marathon, on va avoir plusieurs types de contenus proposés par Decathlon. On va avoir déjà un article sur le marathon, sur comment préparer son marathon, qui va intégrer plusieurs formats. Et c'est un article qui va aller en profondeur et qui va vraiment apporter de la valeur pour quelqu'un qui veut préparer son marathon. Et après, dans l'article, ils vont nous proposer des programmes. Et entre quelqu'un qui fait du running et qui veut faire le marathon en moins de 3 heures et quelqu'un qui débute, on se doute bien qu'il n'y a pas les mêmes ambitions. Et donc, ils vont vraiment personnaliser le contenu en fonction de l'objectif que va avoir la personne qui recherche. Et enfin, ils vont avoir plein de formats. Ils ont un podcast. Ils en ont beaucoup, des podcasts. Et ils ont des vidéos YouTube avec des conseils d'experts. Parce qu'on se rend bien compte que quand quelqu'un prépare un marathon, il n'a pas forcément envie de lire. Peut-être qu'un format audio est plus pratique. Et ça permet notamment dans la pratique du sport de pouvoir s'informer. Et donc ça, c'est vraiment un sujet qui va être central. Comment est-ce qu'on arrive à produire un contenu riche, et ça nous fera le lien avec la troisième partie, mais à le décliner. Et sur la personnalisation, ça, je trouve que c'est un très bon exemple. Si on zoome un peu sur les programmes de formation qu'ils proposent en ligne, pour un trail de moins de 20 km, ils proposent tous les parcours différents, toutes les options différentes, parce qu'il y en a qui veulent le faire en 1 heure, d'autres en 1h30, mais il y en a qui ont 8 semaines pour se préparer, 6 semaines, etc. Et donc, ça met vraiment l'emphase sur les sujets clés, qui vont être comment est-ce qu'on arrive à collecter de la data et comprendre nos cibles pour après produire les contenus.
Un autre exemple que je trouvais intéressant à mettre en avant, c'est comment est-ce qu'on arrive en plus à créer de l'interactivité et de l'immersion dans ces contenus. C'est un peu la parade à de la production full IA très générique. Et là-dessus, il y a beaucoup de contenus qui ont le vent en poupe. On parle de plus en plus de livres blancs interactifs. Comment est-ce qu'on arrive à mixer lecture, audio, vidéo en même temps? La vidéo, on en parlait juste avant, reste évidemment un des piliers centraux d'une stratégie de contenu. Et sur les formats aussi, on travaille beaucoup d'infographies dynamiques, avec pas mal d'exemples. S'il y en a que ça intéresse, on pourra partager. Mais comment est-ce qu'on arrive souvent sur des sujets de vulgarisation, donc ça peut être dans des secteurs banque, assurance, etc. Comment est-ce qu'on arrive à engager sur ces différents contenus? Et donc une fois qu'on s'est dit ça, concrètement, quel impact on peut avoir pour anticiper un peu l'évolution des moteurs de recherche? Et je pense que le premier exemple, mais Olivier, tu pourras nous en parler, c'est le sujet de la valeur. Comment est-ce qu'on arrive à apporter de la valeur? Ouais, carrément. Je pense que l'apport de la valeur, c'est un élément clé en tout cas qu'on doit prendre en considération dans la richesse du contenu. C'est évidemment des choses toutes simples, hein, se mettre tout simplement bien comprendre en tout cas l'intention de recherche. Tu parlais aussi de bien comprendre l'audience pour savoir quelles vont être en tout cas les réponses recherchées. Tout en respectant aussi sa ligne éditoriale de marque, donc dans l'adoption d'un nom unique. Et ici, quelque chose qui est intéressant que vous voyez aussi écrit, c'est ne pas avoir peur des formats longs, puisque les formats longs, c'est aussi ceux qui sont contextuels, c'est aussi ceux dans lesquels on va prendre le temps d'expliquer en tout cas les choses et de répondre de manière correcte aux intentions de recherche. Donc là, la recommandation, c'est d'investir sur moins de contenu, mais plus de qualité. Et pour vous donner un petit retour d'expérience, nous, en tout cas, chez PlayPlay, je sais qu'à une époque, on pouvait peut-être avoir en indicateur un nombre de contenus à créer. On se dit, faut qu'on ait créé en tout cas X contenus par mois, parce que c'est sûr que c'est valorisant, en tout cas, quand on parle de Content Factory, on est une logique de quantité. Aujourd'hui, on va presque moins passer de temps sur de la création, mais plus sur de l'optimisation, pour toujours, en tout cas, réadapter nos contenus sur l'intention de recherche, rallonger les contenus, leur donner plus de contexte. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est hyper intéressant. Et par rapport aussi à cet élément, avant de te redonner la parole, Romain, pour parler du sujet, je pense qu'il y a un élément qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, le format long, non seulement il faut pas en avoir peur, mais il faut comprendre qu'aujourd'hui, c'est un petit peu paradoxal. À la fois on parlait des réseaux sociaux, on parlait de TikTok, où en même temps, TikTok a construit son business sur des formats courts. Et pour autant, TikTok est en train de tester l'apport de vidéos jusqu'à 15 minutes pour concurrencer YouTube. Donc, on voit qu'il y a clairement aussi un format long qui revient, en tout cas dans le jeu, et parce qu'il permet aussi d'apporter beaucoup plus de contexte. Et nous, on le voit aussi sur les questions des clients qui souhaitent en tout cas intégrer des médias dans l'outil PlayPlay pour créer des vidéos. Les premières demandes, c'était on veut mettre des formats longs. Donc, ça montre aussi que le format long est très plébiscité. Et un petit exemple pour ceux qui ont la fibre éditoriale, quand on parle de format long en article ou en édito, on va parler d'articles de 3000 mots avec des temps de lecture qui sont relativement longs. Et en retour d'expérience, c'est les articles souvent qui performent le plus parce que c'est ceux qui arrivent à aller vraiment creuser un sujet en profondeur, etc. Personnalisation, deuxième axe concret. Le gros sujet de la personnalisation, c'est la compréhension des cibles. Donc, je vais pas vous expliquer comment faire les personas, mais ce qu'on voit, c'est qu'on s'est beaucoup appuyé sur de la data, sur des études quanti pour aller creuser en profondeur une cible, et on en revient beaucoup à des études qualitatives et avec des entretiens qui peuvent être longs, qui peuvent être creusés. L'objectif étant vraiment d'orienter une audience, enfin nos clients, pour avoir une compréhension fine de quelle est leur consommation média, quels sont les formats qu'ils plébiscitent, et essayer de faire un peu abstraction des objectifs perf dans un premier temps pour pouvoir vraiment structurer, organiser sa production de contenu. Et ça emmène vers le deuxième format, enfin le troisième tips, c'est penser format au pluriel. On a tendance à être un peu siloté parfois en entreprise sur tel content factory ou tel silo. La méthodologie, je trouve, la plus efficace là-dessus, c'est une content factory content au sens large, qui va regrouper plusieurs formats et qui permet d'assurer une certaine cohérence entre les différents sujets. Je sais pas, Olivier, ce que tu en penses sur si vous avez des
Ouais, carrément. Bah, notamment sur les formats, en tout cas, c'est quelque chose qu'on vit directement dans notre, nous, dans notre équipe marketing et dans les connexions qu'on a avec le contenu et le SEO. Évidemment, en 2025, on continuera de faire du format textuel, mais par contre, on doit se forcer, en tout cas, se faire violence pour aller créer en tout cas, de décliner en tout cas tous ces éléments sur de la vidéo. Aussi, tu parlais, voilà, par exemple, pour une grande question de nos clients, c'est comment trouver des idées pour faire des vidéos. Forcément, on va beaucoup écrire pour donner des conseils, pour aller chercher de l'inspiration. On va aussi aller sur du format engageant social media, sur plutôt des quiz interactifs. On va aussi écrire des grands livres blancs qui vont indiquer plus théoriquement comment construire une logique de réflexion, d'inspiration, d'aller chercher des idées. On relance aussi ce qu'on appelle notre machine à idées vidéo, qui est une sorte en tout cas, de petit jeu qui permet en fait d'aller trouver des idées de vidéos pour plus tard. Et en fait, on est dans cette logique-là, quoi, de déclinaison, en tout cas de format avec un S, comme tu dis, de format au pluriel, pour vraiment être dans cette logique de richesse de contenu. Ouais. Et Maxime, dans le chat, tu nous poses une bonne question. C'est en fonction des plateformes sur lesquelles on va diffuser, il y a des formats qui se prêtent plus que d'autres. Une vidéo TikTok, évidemment, est très cadrée niveau timing, là où un podcast de marque est beaucoup plus long. Et ça emmène au troisième sujet. Vous me dites, Olivier et Mélissa, si j'ai des bêtises, mais le troisième, c'était de décliner vos contenus. Oui, C'était absolument. tout à fait ça. Super. Absolument. Et donc ça emmène au sujet de la déclinaison des contenus, et c'est aussi un des sujets qui revient souvent à l'agence. Comment, dans une stratégie globale, décliner ces contenus, les adapter aux différents formats. Est-ce que je dois changer mon tone of voice pour TikTok versus mon podcast? Et là-dessus, je voulais revenir un peu en arrière. Perplexity, pour ceux qui connaissent pas, c'est un outil de recherche qui s'appuie sur l'IA. Ce qui est intéressant avec Perplexity, c'est que pour ceux qui suivent les actualités Google, il y a Google SGE qui est en bêta et qui est lancé aux États-Unis, qui devrait arriver en Europe, mais on n'a pas encore de date exacte. Et Perplexity, c'est un moteur de recherche qui permet d'avoir une expérience de recherche qui va ressembler, je pense, à celle qui sera proposée par Google. C'était un petit gif, mais je crois qu'il a freeze, donc je vous le décris. Mais en gros, le principe de la recherche, je pense, dans le futur, dans les prochaines années, ce sera une réponse générée par de l'IA et plusieurs formats autour qui entourent cette vidéo et qui permettent d'apporter une réponse en fonction de ton envie. Si on prend un exemple aussi simple que gâteau au chocolat, si je tape une recherche qui va être plus longue, par exemple, donne-moi une bonne recette de gâteau au chocolat, va y avoir une recette qui va être générée automatiquement en fonction de plusieurs sources qui seront citées. Sur le côté, il y aura des vidéos de chefs qui vont réaliser des recettes et des photos de gâteau au chocolat, quoi ça ressemble, en gros. Et donc l'idée, c'est que de toute façon, ce sera multiformat et la recherche sera multiformat parce qu'elle répond mieux, et ça c'est un avis personnel, mais elle répond mieux à la recherche d'un utilisateur. Moi qui suis un peu geek, j'utilise maintenant plus Perplexity de Google parce qu'on a une réponse plus rapide et puis une variété de formats. Là, c'est un exemple sur quel est le meilleur appareil photo, enfin quel téléphone choisir pour avoir un appareil photo. Et donc, il y a les sources en haut, la recherche en bas, enfin la réponse en bas, il me fait un classement direct. Et à droite, je vais avoir des vidéos de comparaison d'experts du sujet, quoi. On s'y est mis chez PayPal aussi, on peut plus s'en passer. Avec Mélissa, on en parlait hier, c'est sans fin, quoi. C'est le nouveau joujou. Exactement. Bon, là, je vous ai fait une métaphore un peu lourde avec le Seigneur des Anneaux. Mais pour décliner sa stratégie de contenu, on pense beaucoup en master content. Un master content, ça va être notre document de base, notre contenu de base, qui va nous permettre de décliner sur les différents sujets. Donc c'est un contenu pour tous les gouverner et après qu'on va pouvoir séparer. Et si je vous donne un exemple d'un accompagnement, on travaille avec Métro et pour eux, on a réalisé un livre blanc sur comment créer une carte de cocktail. Donc Métro, je pense que tout le monde connaît. Et l'idée derrière ce travail, c'est comment est-ce que j'arrive à créer un lien de proximité avec les restaurateurs, comment est-ce que j'arrive à créer une relation de confiance. Et donc, ils créent beaucoup de contenu pour les aider, par exemple, à créer une carte ou lancer un restaurant. Et donc, le master content, le point de départ de la réflexion, c'est un guide avec absolument toutes les informations sur un cocktail, les ingrédients,
les recettes, comment structurer sa carte autour, etc. C'est un document sur lequel ils ont investi. D'autre côté, nous, il y a un travail un peu journalistique derrière pour essayer de comprendre, faire des interviews, etc. Et une fois qu'on a un contenu structuré comme ça, après on va le décliner sur les différents formats. Donc un exemple de déclinaison, c'est un article avec un objectif de perf SEO pour répondre à la requête comment faire une carte de cocktail. Et un exemple que je trouve intéressant sur lequel c'est pas nous qui nous sommes occupés, mais je trouve que c'est assez créatif. Ils ont pris les bonnes pratiques de recettes de cocktail et ils se sont dit on va aller voir un pro du cocktail. Et donc ils ont contacté, je sais pas comment dire, cocktailier, je crois que c'est pas ça. Un mixologue, un mixologue, ouais, un mixologue. Ils ont contacté un mixologue connu avec lequel ils ont décliné donc le contenu de base en plusieurs formats courts mais divertissants, et ils n'ont pas juste fait un petit motion de 1 minute avec en gros la synthèse de l'ebook. Ils ont vraiment adapté et construit un format qui est dédié aux réseaux sociaux avec les codes des réseaux sociaux. Et je pense que ça va être tout l'enjeu concrètement sur comment est-ce qu'on va arriver à décliner ces stratégies de contenu. C'est avoir un contenu de base qui nous permet de guider un peu la réflexion, qu'ensuite on va pouvoir découper et adapter avec des experts de chacun des réseaux, et donc qui va nous permettre de créer des déclinaisons, mais pas juste du copier-coller, vraiment un travail d'adaptation. Et après, d'ailleurs, je répondrai à la question d'Evelyne. Ce sera une bonne transition sur le point sur investir sur un master content, puisque Evelyne nous demande à quoi ressemble un master content. Je pense que ce sera intéressant de partager nos retours d'expérience, Romain. Mais juste pour revenir un tout petit instant sur Métro, en plus, c'est quand on préparait la discussion, en tout cas cette session ensemble, en plus, tu disais que ça répondait vraiment à un besoin d'avoir de mémoire un effet aussi sur l'image de marque, puisqu'il y avait aussi des sujets un petit peu d'image, en tout cas pour recréer peut-être une bonne relation entre la marque Métro et tous les restaurateurs. Et j'imagine que le fait d'avoir pu décliner tout ça en partant de ce master content, c'est aussi ça qui a généré un peu la puissance, en tout cas, de cette stratégie, j'imagine, quoi. Ouais, absolument. Pour refaire un peu l'historique de Métro, Métro c'est une magnifique marque française. Ils ont une variété de catalogues absolument dingue. Ils vont jusqu'à du très haut de gamme, je crois que je sais plus exactement quelle année, je crois que c'était il y a 8-9 ans, il y a eu un quête d'action notamment sur des fournisseurs qui achetaient un peu de la malbouffe chez Métro et puis qui mettaient ça à la carte sans préciser. Et donc l'enjeu de Métro, c'était de se différencier de cette image de marque négative et de mettre en avant au contraire la qualité de leurs produits et la richesse de leur catalogue. Et donc je trouve que ça c'est un exemple intéressant que je vous présentais là sur comment réussir à améliorer l'image de marque et faire des déclinaisons de contenu de qualité pour mettre l'emphase sur des sujets qui je trouve sont plus intéressants. Ouais, hyper intéressant. Et pour du coup revenir un peu sur cette première étape, en tout cas pour aller sur ce point 1 de concrètement qu'est-ce qu'il faut faire, et je vais du coup répondre comme j'ai dit à la réponse d'Evelyne en partageant nous notre retour d'expérience. Nous les master content chez PlayPlay, c'est des decks en tout cas de slides par rapport à notre besoin. Donc nous on est une entreprise B2B, donc forcément c'est du marketing B2B qui est un petit peu différent. Mais de notre côté, on sait qu'on a beaucoup de contenu de présentation à faire, que ce soit pendant des webinars, que ce soit pendant des événements, des présentations aussi, peut-être à des clients directement. Et du coup, ça va vraiment être des grandes thématiques d'ailleurs que Mélissa pourrait même mieux détailler que moi, puisque c'est elle qui est à l'origine en tout cas de toute cette stratégie-là. Mais en tout cas, les thèmes vont être définis sur toute l'année, et ensuite ça va être distribué en fait aux différentes équipes qui vont pouvoir s'appuyer un petit peu sur toutes les données, sur toute aussi la vision qu'on veut donner un peu par rapport à nous à la vidéo, puisqu'on parle beaucoup de vidéo forcément, et qui peut être utilisée en tout cas dans différentes dans différentes campagnes, dans différentes activations. Donc par exemple, cette année, on a quelque chose sur l'internalisation de la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important, et comment aussi faire ça à l'échelle, c'est-à-dire pas seulement faire une vidéo puis une vidéo, comment faire ça à grande échelle, notamment dans un contexte économique qui est assez contraignant, on le sait, un contexte qui, en termes de ressources, et puis derrière aussi pour répondre un peu aux exigences des changements de paradigme dont on parle, le fait d'être beaucoup plus réactif aux différentes tendances, les nouveaux formats de réseaux sociaux qui plébiscitent la vidéo. Voilà, donc c'est typiquement un exemple de master content qui va ensuite nous permettre de nourrir toutes nos campagnes durant toute l'année. Ouais. Et pour faire la passerelle avec ce que tu viens de dire, pour structurer sa déclinaison de contenu, la logique de master content, nous c'est une logique qu'on aime bien, mais je vois Jérémy qui nous demande un master content, c'est un format clé en main, c'est plutôt un format qui va être long
C'est un format qui va être central. Là, on a eu un exemple B2B avec un livre blanc. En B2C, ça peut être une vidéo de 15 minutes. Peu importe le format, mais ça va être un point de départ à une réflexion. Et l'enjeu, ça va être de croiser avec ce qu'on racontait au début. C'est le besoin de personnalisation des audiences. Comment est-ce qu'ils vont consommer cette information et quels sont leurs enjeux réels. Et pour ça, on est obligé d'adapter forcément à une plateforme et de s'entourer à chaque fois sur qui va être un expert de chaque plateforme, quels sont ses codes et comment est-ce qu'on va réussir à conserver notre idée, mais l'adapter soit à une cible qui va être différente, soit un format juste qui va avoir d'autres codes. Et c'est pour ça que l'exemple de métro, je trouve, fonctionnait pas mal. Ouais, complètement. Et moi, peut-être pour finir un petit peu sur l'adaptation des contenus à chaque plateforme, encore une fois, je vous fais un retour d'expérience vraiment personnel de comment nous, en tout cas, on fait cette déclinaison. Mais pour vous dire un peu sur quoi ça se décline, ça va se décliner, comme je vous l'ai dit, sur des présentations, en tout cas, des clients, de notre solution. Ça va être aussi sur des événements physiques. Donc, on n'est pas seulement sur des choses qui vont être montrées sur un écran, mais aussi des choses qui vont être vues, en tout cas, physiquement sur des événements, donc sur des stands. C'est vraiment, et tout ça, à chaque fois, part en tout cas du même contenu. C'est toujours en tout cas le même master content qui va être à la base en fait de cette réflexion là et qui va en fait guider les équipes. C'est aussi au passage, je sais pas si on a quelques en tout cas quelques personnes aussi qui ont des équipes en tout cas dans le chat et dans notre audience aujourd'hui, mais c'est aussi un moyen d'harmoniser, en tout cas de vous assurer aussi que votre master content vous le maîtrisez. En tout cas, ça donne aussi du contrôle par rapport à votre discours de marque, par rapport à votre stratégie aussi en termes de SEO derrière. Et derrière, vous êtes sûr aussi que les équipes sont embarquées en fait par rapport à ce master content et dans une logique aussi de collaboration d'équipe. C'est quelque chose qui a son importance. Et j'imagine qu'il y a beaucoup de personnes dans le chat ici qui sont soit au sein de grandes équipes, quelle que soit leur taille, avec différents départements, peut-être même dans différents pays. Et ça, c'est vraiment aussi le gage d'une harmonisation qui est très importante. Carrément. On a le temps pour le quatrième, je pense. Si on reste sur les trois là, j'ai de la question. Ouais. Il y a de la question en Q&A, donc là, il nous reste 8 minutes. Si on veut se prendre 2 minutes par question, ça peut le faire. Allez, carrément. Partons sur les questions. Allez. Ok, trop bien. Alors là, j'ai une question c'est deux personnes qui les ont posées. Je vais faire un mash-up un peu de deux questions qui ont été posées. On repart sur du coup du contenu riche et du format long. Sujet numéro 2. Et en fait, c'est deux questions en ligne. Donc faites bien attention à ce que je vous raconte parce que ça va être un petit peu long. Alors, question 1 qui vient de Evelyne. Elle dit les managers ont peur du format long. Ils pensent toujours à la conso, texte très court. Comment est-ce qu'on peut les convaincre de partir sur du format long? Et on a Barbara qui nous demande aussi comment est-ce que vous imaginez la collaboration entre les équipes SEO et les équipes contenu? Je suis content manager et on est souvent en guerre, il y a des guillemets, on s'inquiète pas, en guerre avec l'équipe SEO sur les types de contenus qu'on trouve parfois pas assez riches quand on est content par rapport à quelqu'un qui est plutôt pur SEO, quoi. Donc comment est-ce qu'on convainc tout ce beau monde de faire du contenu riche mais vraiment quali? Ouais. Je sais pas, Romain, je te laisse commencer si tu veux. J'ai un premier élément de réponse sur la question d'Evelyne. Le principal frein sur les formats longs, enfin il y en a deux. Le premier, c'est la performance. C'est logique dans une entreprise de se demander combien ça me coûte versus combien ça me rapporte. Les contenus longs souvent sont associés à coûteux, ce qui parfois est vrai si on fait de la vidéo et qu'il y a du montage par exemple, ce qui parfois est pas forcément vrai sur de l'éditorial, etc. On n'aura pas le temps aujourd'hui de traiter les e-assistants, mais maintenant on a de plus en plus de solutions pour gagner beaucoup de temps sur la recherche, sur l'automatisation des benches, etc. Et du coup, il y a un frein à ce côté-là, c'est qu'on se dit on va investir beaucoup pour au final un résultat qui sera assez faible. Et pour répondre à cette question, il y a pas de réponse toute faite. À chaque fois, nous, on va repartir vraiment des objectifs business, des enjeux, et on va se projeter. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une discussion sur le contenu au sens large. On va se projeter sur les déclinaisons et la performance qu'on souhaite obtenir. Et le fait de désiloter du coup la discussion fait qu'on va pouvoir avoir des KPIs sur une stratégie et donc plusieurs contenus sur parfois des sujets qui sont plus simples. En SEO, de quoi on va avoir besoin pour ranker, en social, comment on va le pusher. Et donc ça, c'est le premier élément, c'est avoir une discussion globale. Et le deuxième, ça va être plus sur comment est-ce qu'on arrive à pusher les contenus. On sait qu'en organique, si on fait des contenus longs, souvent c'est des contenus qui souffrent un peu, qui ont de la peine à diffuser. Et donc nous, ce qu'on va regarder, c'est quel est le plan de diffusion derrière
Et ça encore, c'est un élément qui est assez rassurant pour un manager. C'est d'avoir une stratégie de diffusion qui nous permet justement de rajouter de la data là où quand on va négocier un budget pour une vidéo, on en aura assez peu de base, quoi. Ouais, et pour compléter ce que tu dis, Romain, c'est hyper intéressant. Moi, par rapport au format long, il faut aussi avoir en tête que les formats longs sont aussi ceux qui permettent de redistribuer vers des formats plus courts. Je pense que pour ceux qui travaillent en SEO et qui font un peu des pros du SEO, on a tous entendu parler des pages piliers. Donc voilà, ces fameuses pages qui sont souvent un peu des guides thématiques qui vont traiter en tout cas d'un sujet de manière très complète et très exhaustive. Et souvent, on va se servir de ces contenus qui sont longs, qui font à peu près 3500 mots par exemple, pour aller aussi faire de la redirection vers des formats plus courts. En tout cas, on va créer beaucoup de liens internes vers d'autres éléments. Et c'est pareil en vidéo, en fait. Quand on fait des vidéos longues qui sont très contextualisées, on a aussi cette possibilité-là d'aller faire, en tout cas, rediriger une plateforme un peu de redistribution. Donc ça, c'est un argument qui peut bien marcher, je dirais, auprès de peut-être vos managers ou en tout cas vos directeurs. Ça, c'est des arguments qui sont forts. Et puis aussi un état de fait, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'objectif d'aujourd'hui, c'était de montrer que des moteurs de recherche comme Perplexity, comme l'émergence de Google SGE, où est-ce qu'ils vont chercher les informations. Aujourd'hui, faire un format long, un format qui est très contextuel, un format qui apporte de la valeur, c'est aussi ces types de formats-là qui ont beaucoup plus de probabilité demain d'être repris, en tout cas par des intelligences artificielles génératives, et qui pourraient en tout cas tout simplement répondre aux questions des utilisateurs. Et par rapport aussi, pour compléter ce que disait Romain sur la collaboration des équipes, je pense que c'est important. Faut savoir collaborer. Ça, c'est évidemment la première étape. Et c'est pas facile, hein, parce que nous aussi, chez PlayPlay, comme toutes les entreprises, parfois, c'est pas facile. Mais je pense qu'il faut aussi, pour moi, ça joue beaucoup dans la définition des thématiques qu'on décide de traiter au début d'une année. Et comment est-ce qu'on définit ces thématiques? Pour moi, il y a deux choses. Il y a souvent les tendances contenues qui sont hyper riches et qui clairement pavent la voie, en tout cas sur quelles vont être les grandes thématiques un peu phares de cette année. Et puis deuxièmement, on les définit en regardant ce qui est recherché, en regardant les volumes de recherche. C'est aussi des éléments qui guident vraiment, en tout cas nos choix dans la création de contenu. Combiner les deux, je pense que déjà ça vous permet de rapprocher les équipes dans ce que vous allez créer, et ça sera beaucoup plus simple ensuite d'embarquer les équipes content et SEO dans la production de contenu pour du SEO et puis pour du contenu de manière plus générale. Ouais, pour aller dans le même sens, comment désiloter SEO et contenu, ça rapproche souvent un sujet de gouvernance, qui est souvent un sujet qu'on retrouve dans les grands groupes. Chacun étant responsable de son périmètre, le marketing versus la com, avec des langages qui vont être des codes qui vont être différents. Et là, des exemples qui sont très concrets, c'est d'aligner et de réussir à avoir les différentes équipes dans une salle, à réfléchir ensemble à les différents types de contenus qu'on va produire, etc. L'objectif, ça va vraiment être d'impliquer toutes les parties prenantes dans la réflexion, les parties qui sont un peu sympas au début de projet. Là-dessus, il y a un format d'animation que je trouve assez sympa qu'on essaye de pousser, c'est les Creative Day. Et l'idée, c'est de retrouver, de rassembler dans la même pièce des gens de plusieurs départements. Ça va du produit à la com, au market, et également si on est en B2B, le commerce, etc. Et de faire venir plein de gens externes complètement à l'entreprise, des freelances, des talents créatifs, des gens de différentes agences, etc. Et ça permet d'avoir vraiment un bouillon créatif et de ressortir avec des idées très concrètes, mais des idées qui ont été travaillées en groupe. Et donc, on crée des groupes avec des gens qui viennent de différents univers. Et ça permet, de sensibiliser sur l'intérêt et l'objectif, et deux, que chaque équipe puisse leur réapproprier un peu ces codes et les utiliser de son côté. Bon, je m'étais 100% emballée en pensant qu'on aurait le temps de faire une question par sujet. Pas du tout. Il nous reste qu'1 minute 40 de cette petite présentation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre toutes vos questions qui sont dans le chat et quand on vous enverra le tote bag virtuel, on s'attellera à y répondre. Mais en tout cas, merci Romain, merci Yes. J'ai appris plein de trucs et pourtant, j'avais vu la prep de la présentation. Donc, pour que j'ai appris des trucs en plus, c'est que c'était vraiment hyper intéressant. Et merci à tout le monde pour vos questions qui étaient hyper pertinentes. Je sais pas si vous avez un mot final dans la minute qui vous reste. Qu'est-ce qu'on fait en 2025? On n'a pas peur, on y va. Je peux me lancer rapidement. Je pense en vraiment 30 secondes. On le voit, c'est un écosystème qui bouge énormément. Je pense que notre volonté, c'était pas de prédire l'avenir, parce que est bien prétentieux celui qui peut prédire l'avenir de ce qui va se passer. Ça veut dire qu'il faut rester hyper ouvert. En tout cas, il faut avoir une veille très forte, être très curieux. Voilà, on entend parler de Perplexity, il faut aller tester Perplexity. Google SGE va changer, il faut aller tester Google SGE. Je pense que voilà, il faut être à l'écoute puisque c'est un écosystème qui n'a pas fini de bouger.
Ouais. Et en 15 secondes, je pense que le futur de la recherche est hyper excitant. On va se tourner vers la valeur et l'importance du contenu. Donc, je pense que c'est le moment où ouvrir des discussions qui vont être ultra intéressantes. Super. Eh ben, merci à tous. On se retrouve dans 20 secondes avec TF1+ pour parler de la digitalisation des audiences. Ça va être hyper intéressant et j'espère que ça va parler de koh-Lanta. Je n'ai pas regardé l'épisode de mardi, mais en tout cas, j'espère que ce sera le cas. Merci à tous. Merci. Merci tout le monde. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée.